Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Pierre Poilievre menaçait de faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau sur toute la question de la taxe carbone. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Hello. Ben, Benoît, finalement, c'est le Bloc québécois qui est venu à la rescousse de Justin Trudeau. Encore une fois. Puis je lisais l'article dans la presse, entre autres, là, puis je me disais, bon, OK. Là, Yves-François Blanchet se défile en disant, la taxe carbone, ça touche pas le Québec, puis je me mêle pas de ça. Puis là, je me dis, est-ce qu'il est temps qu'on demande au Bloc québécois d'agir en adulte? Puis quand on parle de... Tu sais, on parle de... Yves-François Blanchet parle de saine gestion des fonds publics, là. Comment il dit ça? L'enjeu, c'est une saine gestion de l'État et non pas des gains partisanes. Excusez-moi, là, mais la saine gestion de l'État, je pense qu'elle est remise en question de la façon que mène Justin Trudeau le Canada. Puis là, je suis désolé, mais Yves-François Blanchet ne peut plus toujours se défiler en disant « Nous, au Bloc québécois, on est juste là pour faire du trouble à Ottawa, je veux bien. Faire valoir les intérêts du Québec, je veux bien. Mais quand on parle, en général, la taxe carbone, je comprends, là, ça touche pas le Québec. Mais la saine gestion de l'État, ça touche toutes les questions qu'on a abordées jusqu'à maintenant ensemble, là, à chaque matin. Là, tout à coup, ça le concerne pas. Il veut pas s'impliquer, puis il garde Justin Trudeau au pouvoir. Il fait partie de la balance de pouvoir avec le NPD face au Parti libéral. Je commence à me dire que, tu sais, ils prennent le chèque là, du fédéral, le Bloc québécois. Il va falloir qu'ils agissent en élus responsables aussi. Puis il n'y a pas juste le Québec, là. Toutes ces décisions-là, saine gestion de l'État, ça touche le Québec, là. En général, même en dehors de la taxe carbone. Mais là, il ne veut pas s'impliquer. Moi, je commence à avoir des doutes sur l'utilité. C'est une grosse game politique. Ben, je comprends oui, que les conservateurs... Il la joue lui-même. Oui, tout le monde la joue, mais les conservateurs font cette motion pour renverser le gouvernement en sachant qu'ils ne le renverseront pas. Je veux dire, c'est une motion là, que tu fais un show politique, puis tu te dis, regarde, là, moi, je vais tirer sur la gâchette là, de déclencher des élections, mais tu sais que le NPD est allié avec les libéraux, puis qu'ils vont les sauver, donc il n'y aura pas d'élection. Et donc, moi, je pense que la motion des conservateurs avait plusieurs buts. Bon, ils voulaient insister, eux, la taxe carbone au Canada anglais, c'est le débat de l'heure. La taxe carbone va augmenter de 15 % je pense, au 1er avril, là, dans quelques jours, puis c'est la grosse affaire. Ouais. Puis, je pense que quelque part, les conservateurs, dans leur stratégie, c'était aussi un peu de piéger le Bloc, là, parce que moi, préparez-vous, à la prochaine élection, le message de Pierre Poilievre qui va marteler, là, c'est tous les votes, puis il y en a beaucoup, là, où les libéraux, sur les peines de prison, sur un paquet de sujets, parce que le Bloc est à gauche, comme Justin Trudeau, là, tu sais, un paquet de sujets sur lesquels le Bloc a voté avec les libéraux. Ouais, la C5, Mario, Alex, on en a parlé, là. Tu sais, si tu fais partie de certains groupes dans la société, puis t'es pogné à commettre un crime avec une arme, ou de la drogue, c'est moins grave. Violence faite aux femmes. Ouais, c'est moins grave que si t'es un blanc. Et le Bloc québécois est d'accord avec ça. Ben, à un moment donné, il va falloir que le Bloc québécois mette ses culottes aussi, puis soit responsable. Puis jusqu'à maintenant, il a couché souvent avec le Parti libéral. Et ça, Pierre Poilievre a déjà joué, Benoît, sur cette corde-là, mais il va continuer de frapper sur ce corde-là. Et là, le Bloc lui donne des munitions. Hier, il s'est créé une belle occasion de prendre une photo. Je reprends l'expression de Benoît, le coucher dans le même lit. C'est comme si, en faisant la motion, Pierre Poilievre se donnait une bonne occasion de faire un Polaroid dans le lit, là, de dire, tiens, le Bloc est voté avec les libéraux. Parce que c'est vrai que, sur le fond, le Bloc pouvait pas être aux abois sur ce sujet-là précis. On a, nous autres, au Québec, une toute autre patente, le marché du carbone avec la Californie, qui fait notre forme de taxation sur le carbone. On paye pareil. En passant, je pense que... Et ça, c'est une affaire que... c'est quand même compliqué, la politique. Les Québécois comprennent pas parce que, tu sais qu'au Canada anglais, les gens sont remboursés. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral prélève une taxe carbone,
puis retourne de l'argent au ménage. Puis en gros, ce que ça donne, c'est que si tu es un ménage, mettons que dans ta maison, là, tu fais super attention, tu as une auto électrique, tu dépenses pas d'hydrocarbures, tu chauffes pas avec des hydrocarbures, tu sors gagnant. C'est-à-dire que tu vas avoir payé moins de taxes sur les hydrocarbures que la grosseur du chèque que tu reçois. Donc, toi, la taxe carbone, là, c'est un plus dans ton revenu. Puis ils disent c'est au moins les 3/4 des citoyens du Canada. La taxe carbone, c'est pas une taxe vraiment, c'est un revenu supplémentaire. C'est juste que si t'as un gros F-150, puis tu dépenses du gaz, puis t'as un skidoo, puis t'as une moto pour l'été, puis brûle du gaz la journée longue toute l'année, là, ben, tu vas payer plus de taxes carbone que le chèque que tu reçois. Donc, tu vas... Puis c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, on prélève de l'argent. C'est ça. On prélève de l'argent et on le retourne. Puis se faisant que dans la société, le gouvernement lui dit, je sors pas vraiment gagnant de ça, mais dans la société, ceux qui dépensent beaucoup de carburant payent, ceux qui n'en dépensent pas beaucoup gagnent. Et le point, c'est que nous autres, au Québec, on paye la taxe carbone. En fait, on le paye à travers le prix sur le carbone dans le marché du carbone, l'encan qui est fait, puis que les pétrolières nous rechargent, puis tout ça. Mais on n'en revoit jamais, cet argent-là. On n'en revoit jamais une scène. Nous au Québec, ça s'en va dans le fonds vert pour financer des initiatives de dépollution. On a sûrement, je suis convaincu qu'on a une bonne confiance que le fonds vert, c'est tout bien dépensé. Qu'on dort tranquille. C'est un autre c'est quand même une grosse différence. Avec ça. Ouais. Benoît, il y a des chiffres assez révélateurs dans la presse qui nous apprennent que le nombre de plaintes à la STM a triplé, puis la plupart des plaintes, là, ça revient sur les problématiques entourant l'itinérance, consommation de drogue et d'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans le métro et qu'est-ce qu'on doit faire, là, parce que ça peut pas continuer comme ça? Ouais, j'ai reçu Eric Caldwell, là, le président de la STM, il y a 2 jours, puis tu sais, la réponse qu'il avait tout le temps, je résume, là, puis je parle pas dans son dos, mais ce que je comprends, c'est qu'il dit on a besoin d'argent, on a besoin de financement, on n'arrive pas à fournir, à donner des services. Il dit je voudrais engager des constables spéciaux, d'abord pénurie de personnel, puis 2, faut avoir le budget. Je voudrais plus de policiers, il y en a pas. Parce qu'il y a eu un article sur la violence envers les employés. Les seringues, là, on sort, il y a des boîtes pour récupérer les seringues. Les gens se shootent dans le métro. Je demande à M. Caldwell, il dit, ben oui, il dit, le monde se shoot dans le métro. Mais il faut parler aussi du dépassement de coût du garage Bellechasse qui était prévu en 2017 à 254 millions. Là, c'est rendu au moins à 600 millions. Parce qu'ils ont décidé de faire des étages pour cacher les autobus. 30 millions pour le carrefour giratoire près du stade olympique qui a été mal dessiné. Faudrait le refaire parce que les autobus, quand ils tournent, ils empiètent sur la piste cyclable puis ils disent, ben, on va peut-être écraser un cycliste. Là, les plaintes, la moitié des plaintes, c'est l'itinérance, l'alcool, la drogue. L'itinérance dans le métro. On va-tu régler le problème? Est-ce que le métro devient un refuge? Ben oui, c'est devenu un des refuges de Montréal. Le métro a été... Moi, je le prends de temps en temps, là. Il ne m'est pas arrivé de prendre le métro, mettons, dans les 2-3 dernières années, sans croiser ou plein d'itinérants qui traînent dans les entrées du métro, ben, tu sais, qui se mettent à la chaleur ou qui... Mais c'est comme... C'est devenu un refuge. Tu dis, c'est devenu un refuge, c'est devenu un état de fait. Mais parce que, tu sais, moi, je me mets toujours dans la peau, tu sais. Parce qu'il y en a, à un moment donné, tu disais... C'est quoi un danger? C'est quoi une personne menaçante? Tu sais, une personne qui a des problèmes de santé mentale, qui parle tout seul, qui se met à parler fort, qui tourne en rond, qui s'approche des gens. Bon, tu sais, quand t'es un gars de 6 pieds, puis bon, tu dis, tu fais pas exprès, tu cherches pas le trouble, tu sais. Mais je me dis, mettons que t'es une dame âgée, là, puis que t'as pas beaucoup de force physique, puis tu sais, t'as ta sacoche. C'est sûr que ça t'énerve. C'est sûr, 99% des chances que ça t'énerve. Tu dis, voyons, là, tu sais, je me mets dans la tête des fois. Le gars que t'as reçu, Mario, là, le gars que t'as reçu, là, l'ami d'Alexandre Moranville, qui a mangé le coin sa gueule parce qu'il a juste voulu intervenir. Moi, il y a des madames qui nous ont écrit et qui ont dit, écoute, les dernières fois, les madames dans la 60 ans, la dernière fois que j'ai pris le métro, j'ai eu peur. Puis je me suis assise à côté d'un gros gars, tu sais, pour avoir la paix. Monsieur... Caldwell dit il y a 2000 caméras, mais je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un devant les caméras. Non, il regarde pas, c'est ça. Non, donc, il n'y a pas de règle. Puis là, l'itinérance, là, moi, je répète, je veux bien qu'on traite les gens, puis qu'on les aide, puis tu sais, qu'ils sont poqués, puis ils ont des problèmes de santé mentale. Je veux bien, là. Mais c'est pas les itinérants qui vont dicter comment
ça se passe dans les quartiers ou dans le métro. À Chicoutimi, hier, j'avais une madame là, sa maison est hypothéquée parce qu'à côté, ils ont transformé un couvent en refuge pour personnes itinérantes. Puis là, ils viennent faire leurs besoins dans sa cour, des seringues dans sa cour, les enfants sortent plus de la maison. Là, la mairesse Julie Dufault veut rien faire. André Laforêt, ça l'intéresse pas. Là, tu te dis, attends, qui mène au Québec, là? C'est la règle des itinérants. C'est eux autres qui vont dire, on va dévaster l'arrondissement Ville-Marie, puis sur la rue Sainte-Catherine, il n'y aura plus de commerce, on va chier puis pisser dans les entrées, puis on va bardasser le monde, puis on va parler fort, puis on va boire, puis on va prendre la dope, puis Attends une minute, là, encore une fois, je veux bien qu'on les aide, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des règles, puis il y ait des règles appliquées à tout le monde. Alors là, ça sort aujourd'hui, les plaintes des usagers ont triplé depuis 10 ans dans le métro, puis on n'a pas de réponse à des questions très simples. Mario? Mais tu sais, le métro, là, c'est des... Tu sais, t'as une ville dans un état terrible, puis le métro, c'est juste des buildings avec les portes débarrées pour des individus naufragés. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, tout ça, ça devient un reflet de ce que Montréal est devenu, là. Ouais. Puis M. Caldwell me disait quelque chose d'intéressant quand même. Il dit, tu sais, il y a je sais pas combien de portes d'accès au métro. Il dit, fait que t'en sors un par une porte, il rentre par l'autre. Donc, tu sais, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de présence policière, il n'y a pas de constables spéciaux suffisamment. Alors, les gens ont peur. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en bas de la liste, le moindre nombre de plaintes, comportement des jeunes. Tu sais, souvent, on dit, les jeunes arrivent puis ils écartent tout le monde. Mais c'est pas ça. C'est les gens fument, des agressions, des vols, de la drogue, l'attitude de la clientèle, je sais pas ce que ça veut dire, la flandrie des mendiants, tu sais, puis les mendiants. Ça, c'est une drôle... Je suis pas sûr que le vocabulaire représente bien la réalité de ce qui se passe dans le métro, mais au moins, ça nous donne une référence là, pour affirmer que ça va pas bien dans le métro, puis on a besoin de mesures. Puis M. Caldwell demande au gouvernement provincial d'investir. Là, il faut voir comment c'est investi, puis il faut voir comment c'est géré l'argent aussi à la STM. Oui, mais il faut retrouver un certain sentiment de sécurité là, dans le métro, parce que tu peux pas, d'une part, inciter beaucoup les gens à se tourner vers, les transports collectifs, quoi que ce soit, puis après ça, t'entres dans le métro, puis tu as peur pour toi, pour ta sécurité, ça marche pas. Là. Le plus ahurissant, moi, c'est quand, puis je comprends que c'est des gens qui font ça de bonne foi, là, des gens qui sont des défenseurs, des personnes en situation d'itinérance, puis qui s'en font les porte-voix, puis qui disent « Ah, tu sais, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur des itinérants. » Tu sais, c'est la chose, faut pas avoir peur. Je veux dire, si t'es une personne âgée, puis t'as peur, là, parce qu'il y a des gens bizarres qui parlent, puis qui tournent autour, puis qui n'ont pas d'affaires là, puis va dire à une personne qui a peur, hey, aie pas peur. C'est absurde, puis d'autant plus que tu dis, OK, mettons que la personne, si tu vas y montrer des statistiques, regardez, madame, là, il n'y a eu aucun incident de violence dans le métro au cours des 5 dernières années. Ben là, tu pourrais dire, elle a peur pour rien, les statistiques sont claires, mais les statistiques, c'est qu'il y a de plus en plus d'incidents violents dans le métro. Donc, la personne qui a peur, non seulement c'est un sentiment difficile à contrôler quand tu es dans une situation qui apparaît inquiétante, là, tu sais. Puis deuxièmement, c'est parce que la madame qui a peur, les statistiques sont de son bord, là, qu'il y a des raisons d'avoir peur. Pas nécessairement qu'il va y arriver quelque chose aujourd'hui, mais que la méfiance généralisée, là, elle est justifiée par les événements des dernières années. Non, puis Mario, il faut arrêter aussi, là, chez certaines personnes, de minimiser l'effet explosif de problèmes de santé mentale et consommation de drogue. Ça, là, à un moment donné, il faut le dire aussi. Là. Moi, ça m'est... Absolument. La violence, moi, c'était pas dans le métro, mais ça m'est arrivé il y a quelques étés. À un moment donné, il y a quelqu'un qui était clairement là, en rupture avec la réalité, OK? Pour aucune espèce de raison. Visiblement, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, là, mais il était... Bon, visiblement, il avait un problème de santé mentale. Est-ce qu'il était intoxiqué? Je ne le sais pas. Mais sur à peu près 2 coins de rue, il m'a suivi, puis il criait des choses, mais ça n'avait aucun rapport avec moi. T'sais, même si t'es un gars, puis t'as... correct. Tu vas-tu te battre avec? Mais non, mais tu vas pas te battre avec? Non, mais alors, moi, je suis très sensible à l'argument mis de l'avant, Mario, par plusieurs personnes qui se sentent pas en sécurité, parfois dans le métro, face à ce genre de situation. C'est pas pour stigmatiser personne, mais... Non, mais faut pas faire d'angélisme non plus. Faut arrêter de penser, tu sais, que tous les itinérants sont bienveillants, puis sont bien gentils. Ben non.
c'est comme dans la population générale. Puis il y en a là-dedans qui sont violents. Il y en a là-dedans qui sont prêts à frapper pour avoir un 10$, pour avoir un 5$, puis ils n'hésiteraient pas à... Puis il y en a d'autres qui sont calmes, puis sont paisibles. Mais c'est parce que le sentiment généralisé, il est pas bon dans le métro. Puis on trouve pas de solution. Puis le président de la shop, il dit, on attend de l'argent du gouvernement provincial qui a pas l'air trop intéressé à s'attarder à ce qui se passe dans le métro. On a fait un sommet sur les vols de voitures. Ouais, il me semble qu'il pourrait avoir une petite rencontre sur ce qui se passe dans le métro, puis y a-t-il des solutions à l'horizon? Puis avec Mme Plante, là, qui pense que tout va bien dans sa charmante ville. Les sécuritaires, semble-t-il. Parce qu'il accuse le gouvernement du Québec de ne pas en faire assez. C'est juste que il est arrivé l'année passée avec un déficit, et je me souviens même plus, pour la STM. Ils doivent couper 86 millions là, cette année. Oui, mais l'année passée, il fait des déficits, pas loin de 200 millions. Puis là, c'est Geneviève Guilbeault, ils ont mis ça sur la table, il faudrait que tu payes notre déficit. Ah, OK. Dans l'état du budget du gouvernement du Québec. Ben oui, tu construis un garage, puis tu es capable d'évaluer les coûts des travaux. Là, les travaux explosent pour un garage. Là. On parle pas, d'une tour à condo de luxe sur 75 étages pour un sacramouille de garage avec des lignes pour parquer les autobus. Ça va pas bien. T'as la misère à dessiner un carrefour giratoire où ça tourne, puis faire assez de place pour que l'autobus puisse tourner sans écraser les piétons sur le trottoir. Oui. Sacramouille, qui a fait ça? Sacrez-moi ça dehors. On va rester dans les gros sous, mais aux États-Unis, Mario, qu'est-ce qui va se passer avec le Donald s'il n'arrive pas à trouver là, les centaines de millions que le tribunal lui demande de mettre en garantie? C'est drôle des fois la vie parce que au moment où on se faisait à l'idée de dire politiquement, il a réglé ses primaires, c'est lui qui va être le candidat républicain, il a gagné, et on se disait, regarde, la multitude de procès, mais en bout de ligne, ses avocats vont reporter ça. Il n'y a rien qui va arriver avant les élections. Donc, on se faisait à l'idée, regarde, il s'en va vers les élections, puis probablement qu'il va se pardonner à lui-même si jamais il est condamné après. Mais on se faisait un peu on s'était fait cette idée-là. Et là, c'est le procès de New York qui le rattrape. Le procès là, pour fraude, pour avoir surévalué ses bâtiments dans certaines circonstances et sous-évalué, là, selon ce qui était le plus avantageux pour les entreprises. Parce qu'on n'avait peut-être pas pris conscience de l'ampleur de l'amende qui lui avait été imposée, 464 millions de dollars américains. Là, ce serait quasiment 600 millions en canadien. C'est beaucoup, c'est plus qu'un demi-milliard. C'est de l'argent en tabarouette. Et là, monsieur est milliardaire, très, très riche, tout ça, mais d'abord, je pense qu'il n'est pas aussi riche qu'il le dit. On ne s'est pas surpris de ça. Mais là, il n'est pas capable de le ramasser, cet argent-là. Il l'a pas. Et là, écoute, je ne sais pas ce qui va arriver lundi, parce que c'est lundi, là, la date limite. Mais hier, la procureure générale de l'État de New York disait, là, on commence à préparer des opérations de saisie. On pourrait saisir son terrain de golf, je pense qu'il est dans le New Jersey, qui est en banlieue de New York. On pourrait, avec le domaine qui est autour du terrain de golf, est-ce qu'il pourrait saisir la Trump Tower? Mais dans le fond, est-ce que la justice pourrait mettre la main la semaine prochaine sur certains des biens immobiliers les plus précieux de Donald Trump? Puis là, qu'est-ce que ça a comme impact sur ses autres entreprises, sur sa fortune et sur l'opinion publique? Et tout à coup, on a l'impression que pour la première fois dans le camp Trump, là, cette affaire-là les embarrasse plus que bien d'autres affaires avant, là, qui paraissaient embarrassantes, mais que Trump passait par-dessus ça. Mais là, il semble embarrassé pour de vrai, le Donald. Moi, je me disais que Donald Trump doit s'ennuyer de Jerry Lewis. Ah oui? Vous vous souvenez? Jerry Lewis, là, pendant des années, a fait un téléthon pour la dystrophie musculaire, puis il a ramassé de l'argent, puis il a dit, si Jerry Lewis était là, encore présent aujourd'hui, il m'organiserait, s'il était républicain, je suis pas sûr qu'il l'était, il m'aurait organisé un téléthon. Fait que, je pense que Donald a besoin d'un téléthon. Il y a quelqu'un quelque part, à Fox News, devrait organiser un téléthon, puis ramasser de l'argent, puis l'aider. Le pauvre Donald devient un martyr et une victime. Et il sollicite déjà ses partisans. C'est ça que j'allais dire, Benoît. Le téléthon a déjà eu lieu pour payer ses frais d'avocat. Écoute, ses fans là, ont déjà versé des millions et des millions et des millions pour payer pour lui. Mais là, c'est beaucoup. Non, là, pas 460.
pas quêté, un vrai Téléthon, là, avec des chanteurs, avec des... Ah non, tu veux des performances musicales? Oui, tu sais, quelque chose là, à vendre. Mais souvenez-vous, là, quand il a été nommé président, il n'y a personne qui voulait venir chanter à l'inauguration de Donald Trump. Fait que ça part... Il pourrait y avoir Kanye West. Ça part... Ouais, c'est ça, Kanye West, le fou. Malade. T'sais, fait que ça va bien, là. On lui souhaite bonne chance, mais en même temps, est-ce que ça va faire qu'il se présentera pas aux élections? Au contraire, il va devenir un martyr. Les gens vont avoir de la pitié pour lui. Puis qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver au pouvoir? Il va appeler ses amis, puis il va dire, bon, c'est le temps de me renflouer. Mais là, ça a l'air qu'un des rêves, là, c'est que son réseau social, là, ouais. Truth Social, qui pourrait aller, parce que présentement, ça, c'est comme pas vraiment en bourse, ça, c'est un SPAC qui pourrait faire vraiment une émission d'actions. Puis là, comme lui, il en a la moitié des actions, ça, il pourrait faire une rentrée de liquidité rapide, là. Non, il y a plein de ressources. C'est comme ça qu'il va se sauver. Je suis pas inquiet. Faut jamais sous-estimer la créativité de M. Trump. Mario Benoît, merci à vous deux. Salut.